commencer. Eh bien, bienvenue à tous. Merci d'être présents, merci d'être aussi nombreux sur ce webinaire pour les documents contractuels et plus précisément pour comment se protéger juridiquement par ces écrits. Je suis Axel Clément, je suis chargé de développement à l'ORIF et voilà, comme je viens de vous le dire, je serai animateur, donc je m'occuperai maximum de répondre aux questions et d'animer ce webinaire. Je serai accompagné de maître Jean-Marie Darnal, avocat honoraire consultant, qui est parmi nous et qui est aussi administrateur de l'ORIF. Maëlle Chalère, qui est avec moi, voilà, directrice de l'ORIF, ainsi que Christelle Maléjac, qui est avec maître Darnal, qui est responsable du pôle formation. Alors, sur ce webinaire, voilà. Le programme, on va voir vraiment dans un premier temps les écrits juridiques avec le contrat et la lettre de mission. Ensuite, on va passer sur les écrits comptables avec le devis et la facture. Et enfin, on va faire vraiment un focus sur deux points qui sont un peu différents, qui sont les conditions générales de vente et les médiateurs de la consommation. Donc, en attendant un petit peu les retardataires, je vais vous présenter l'ORIF pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc voilà, nous, on est une association loi 1901. On a été créé par l'UNAPL et on est situé à la Maison des professions libérales de Montpellier. Donc, on fait vraiment partie de… on est l'ORIF du Languedoc-Roussillon. On a vraiment 3 missions qui sont l'information pour tous les professionnels libéraux, comme ce webinaire. Voilà, il est vraiment à titre informatif. On vous aide aussi sur les formalités, notamment avec l'URSSAF. Et enfin, notre pôle majeur, et Christelle s'en occupe très bien, c'est la formation. Et elle va vous en dire quelques mots. Oui, du coup, au niveau des formations, donc là, on vous a remis un peu le panel des compétences que nous faisons. Donc, cette année, en 2021, on a 92 formations. Donc, on a 7 formations avant création destinées aux créateurs d'une entreprise libérale qui ont le droit à 5 jours de formation par an pris en charge par le FIFPL. Et pour les 85 autres formations, elles sont à destination des professionnels libéraux installés. Donc là, c'est pareil, le FIFPL, pour ceux qui cotisent auprès du FIFPL, en tout cas, ils ont le droit à 2 jours par an. Et pour les autres professionnels libéraux, il faut nous contacter directement pour connaître en tout cas les modalités d'inscription et de prise en charge. Donc, vous pouvez le voir, on a différents types de thèmes. On a les plus répandus, en tout cas, reste encore la compétence administrative et comptable, tout ce qui est digital et tout ce qui est efficacité personnelle. Après, on a un gros panel. On a eu 33 nouveautés cette année. On a vraiment essayé de répondre à tous les besoins des professionnels libéraux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter selon vos besoins en formation. Merci Christelle. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, j'ai déjà Laure qui vient de me dire qu'ils n'ont pas la visio. Effectivement, vu qu'on est en mode webinaire, vous ne pouvez pas activer votre micro ni votre caméra. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus, aucun problème. Sachez que le PowerPoint ne vous sera pas envoyé, donc soyez attentifs. Il y aura quand même une rediffusion. Là, vous êtes enregistré et on le remettra sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc je laisse Christelle commencer avec les écrits juridiques et les contrats. Oui. Alors, du coup, au niveau des contrats, donc on va avoir le contrat et la lettre de mission qui vont ici encadrer la relation contractuelle avant, pendant et après l'exécution d'une prestation. Au niveau du contrat, on vous a remis la définition du contrat. Donc, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. Donc, c'est vrai que donc, il y a beaucoup de termes juridiques. N'hésitez pas à poser des questions à Axel s'il y a un terme que vous ne comprenez pas. Donc, ici, le contrat va lier 2 parties. Donc, en général, le professionnel libéral et son client. Donc, qu'on va appeler, nous, après, dans la suite, partie. Donc, une fois que le contrat est conclu, là, il a une force obligatoire à l'égard des parties. Ça veut dire que les parties sont tenues de respecter les engagements pour lesquels ils ont signé. Ensuite, du coup, c'est un accord. Donc, généralement, un contrat est discuté
Le but ici des documents contractuels est d'encadrer la relation dans tous les moments de la formation. C'est-à-dire que vous avez la partie d'exécution, mais vous pouvez aussi prévoir comment le contrat se termine. Donc, tout ça est encadré. Le but ici du contrat, quand on encadre le contrat, c'est pour encadrer la prestation que vous allez donner, pour limiter votre responsabilité. Ça veut dire que quand on s'engage à quelque chose, on s'engage à une prestation et pas à une autre. Donc, le client ne peut pas nous demander une autre prestation qui n'était pas prévue dans le contrat, sauf à faire des avenants, et ça, c'est possible aussi. Vous pouvez toujours… Là, le but, c'est vraiment la liberté contractuelle. Donc, si à un moment donné, vous voulez revenir sur le contrat et que les deux parties sont d'accord, vous pouvez totalement revenir sur ce que vous avez décidé au début et le modifier. Donc ça, c'est tout au long. Tant que les deux parties sont consentantes, à ce moment-là, vous pouvez signer le contrat. Au niveau d'une des questions qu'on nous pose souvent, on nous demande souvent si l'obligation, en tout cas du contrat, doit être écrit. En matière d'écrit contractuel, du coup, il faut savoir que la loi n'impose pas un contrat écrit. Vous pouvez totalement faire des contrats de manière orale, notamment quand les personnes sont d'accord entre l'offre et l'acceptation. Donc, moi, je prends souvent cet exemple-là, en tout cas pour le contrat oral. Tout le monde qui va acheter du pain, en tout cas à la boulangerie le matin, fait un contrat. Vous êtes d'accord sur le prix et vous acceptez le produit qu'on vous vend. Donc, il y a vraiment une acceptation de l'offre et du prix. Du coup, le consentement est rencontré et du coup, le contrat oral, en tout cas, est scellé. Donc, ça, c'est vraiment important. Après, il y a une question de preuve. Il sera plus facile de prouver, en tout cas, que le contrat existe si le contrat est écrit. Après, la loi impose en termes de preuves que tous les contrats au-dessus de 1 500 € soient écrits. Après, il faut savoir que depuis maintenant un petit peu quelques années, les mails, en tout cas, peuvent être utilisés aussi pour déterminer l'accord sur la prestation du prix et prouver la relation contractuelle. De plus en plus, en tout cas, on le voit, les relations contractuelles peuvent être prouvées par mail, mais c'est juste à titre de preuve. Après, il est toujours mieux de faire signer, en tout cas, un contrat écrit. Ensuite, on voit notamment que l'idée, en tout cas, du contrat, c'est vraiment de cadrer la relation contractuelle. Et c'est pour vous protéger aussi en cas de refus de paiement ou pour protéger du coup votre client en cas de mauvaise exécution. Donc, nous, on vous a mis une petite astuce pour… en tout cas, c'est une astuce au RIF. C'est une question qu'on nous pose souvent quand on nous appelle, de savoir si nous, on a des contrats, si nous, on a des exemples de contrats. En tout cas, nous, on n'a pas d'exemple de contrat à l'ORIF. Et du coup, on nous demande pour les contrats qu'on peut trouver sur Internet. Donc, c'est vrai qu'on trouve énormément de modèles sur Internet. Vous pouvez télécharger plein de contrats types. Nous, c'est vrai qu'on ne le conseille pas forcément parce qu'un contrat, c'est vraiment, ça doit se coller à votre besoin. Et les contrats types, le problème, c'est que des fois, vous l'avez vu, il y a des termes précis en droit et vous allez télécharger un contrat que vous n'allez pas forcément comprendre. Et donc, vous engagez sur un document où vous n'avez pas toutes les notions, en tout cas, de votre côté, et ce qui pose énormément de problèmes dans l'exécution après. Du coup, nous, c'est vrai qu'on vous conseille, en cas de questions sur l'élaboration d'un contrat, de faire appel à un professionnel du droit. Du coup, le contrat, en tout cas, l'avocat, lui, cadrera votre besoin au mieux et rédigera un contrat sur mesure, sur vos besoins. Du coup, plus la relation contractuelle sera encadrée, plus l'exécution sera facile. Au niveau du contrat, du coup, elle est établie par les deux parties. Ça veut dire que là, vraiment,
chacun doit être d'accord sur ce qui est écrit. On parlait de liberté contractuelle tout à l'heure. On peut, dans un contrat, mettre tout type de clause. Donc, on parle de clause. Alors, généralement, dans le contrat, ils sont nommés article 1, article 2. Mais en tout cas, en termes de clause, on peut faire tout ce qu'on veut. Tant qu'on a de l'imagination, en tout cas, on peut avoir tout type de clause. La seule limite, c'est que ça respecte la loi et les bonnes mœurs. Ça, c'est la seule limite des clauses. Sinon, on peut faire on peut en tout cas faire autant de clauses qu'on veut. Ensuite, il y a évidemment le nom des parties, le prix, la durée. Il y a on va dire, des clauses obligatoires. Et ensuite, du coup, pour que ça soit en tout cas valable, il faut que les deux parties signent le contrat. Donc, voilà pour la partie sur les contrats. Je vais laisser la parole à Maître Darnal pour la suite. Oui, bonjour. Eh bien, moi, j'ai pour mission de vous préciser justement deux types de contrats qui sont, pour lesquels on ne se pose pas de question de savoir si c'est oral ou pas oral. C'est la lettre de mission et le devis qui sont obligatoirement des écrits, c'est-à-dire que un devis oral, ça n'existe pas, une lettre de mission orale, ça n'existe pas. Donc, le devis et l'aide de mission sont deux expressions un petit peu de la même trempe, c'est la raison pour laquelle je les appelais moi les jumeaux, des rapports contractuels entre un prestataire de service et son client. Les deux lettres de mission et devis sont établis au départ par le prestataire de service qui présente donc son offre et est destinée à être acceptée par le client. À partir du moment où la proposition de l'un est acceptée par l'autre, ça devient un contrat et je vous renvoie aux excellentes explications de Christelle il y a un instant. Vous avez dans la lettre de mission et dans le dans le devis diverses clauses qui sont à la fois spécifiques et même communes aux deux. Parmi les caractéristiques communes, nous avons obligatoirement les coordonnées, le nom et qualifications et qualités du prestataire de service et y compris ses qualifications professionnelles, son numéro SIRET, etc. Et même la mention des contrats d'assurance dans les devis où justement une assurance est obligatoire. Je pense en particulier aux devis concernant tout ce qui concerne la construction. Vous avez ensuite, comme mention obligatoire, le nom, prénom et adresse exacte du client. Et ensuite interviennent toute une série de conditions. Alors, pour ce qui concerne l'aide de mission, elle se présente sous la forme de lettres représentant les demandes du client, mais la définition de la mission est faite par le professionnel. Ensuite, elle comporte les modalités d'exécution de la mission, la durée de la mission, les prix et enfin de lettre de mission, la proposition du montant total des honoraires, en tout cas du prix de l'exécution. J'ai oublié de vous préciser, et c'est très important, que la proposition qui est faite au départ engage d'ores et déjà le professionnel.
très important parce que tant que le client n'a pas accepté la proposition du professionnel, ce n'est pas un contrat, mais le jour où il a accepté, le professionnel ne peut plus revenir en arrière. Donc la proposition qui est faite par le professionnel est très importante et elle est définitive dès le départ. J'ouvrirai une parenthèse en vous rappelant, mais c'est un autre débat, mais il est important de le préciser ici, les obligations de conseil que nous avons tous en tant que professionnels pour ce qui concerne l'exécution de nos missions. Ensuite, va intervenir alors plus précisément pour le devis, en outre, en plus des diverses mentions dont je viens de vous préciser les modalités, la durée de la mission ou des travaux, les précisions concernant les fins et l'exécution ainsi que la livraison de la mission, les prix horaires ou forfaitaires ou détaillés selon l'importance de la mission, les modalités concernant le paiement et après l'exécution des travaux, c'est-à-dire les modalités de paiement par le client et les délais de paiement. Je rappelle, ou je précisais, mais ça vous sera précisé ultérieurement par Maël, que les dépassements des délais de paiement par le client peut donner lieu à pénalisation. Ensuite, vous avez comme mention obligatoire dans le devis les modalités de réclamation et les conditions de service après-vente, les possibilités d'avoir recours à un médiateur de la consommation, on vous en parlera ultérieurement, et ce qui est très important et à la fois commun à la lettre de mission et au devis, le montant total hors taxe et TTC, et si le paiement est soumis à TVA, ça doit être précisé, ainsi que le taux de la TVA. Si il n'est pas soumis à TVA, ça doit être également précisé, non soumis à TVA. J'indiquerai enfin, et dans les deux cas, qu'il est important de préciser les délais d'acceptation et de la lettre de mission et du devis, car je vous ai indiqué il y a un instant que les modalités qui sont proposées par le prestataire de service engagent ce prestataire de service et il est important qu'il y ait un délai de durée de cet engagement. Voilà ce que j'avais à vous préciser sur l'aide de mission et sur le contrat. On vous indiquera ensuite sur les conditions de paiement et de facturation. Je terminerai en vous rappelant une nouvelle fois, c'est la deuxième fois, mais je crois qu'on ne le précise jamais assez, que dans l'établissement de tous ces documents, le prestataire de service est soumis à une obligation de conseil. Merci. Merci beaucoup, Maître Darnal et Christelle, pour ces informations. Avant de passer à la suite, on a une question de Malika pour toi, Christelle. Pour les formateurs, est-ce qu'il y a un contrat type établi par la Directs ? Oui, alors tous les directs, alors après les directs sont régionales, alors il faudra aller sur, on peut les trouver, on peut regarder sur les différentes régions, en tout cas sur leur site internet directement, ça sera téléchargeable. Ils mettent les conventions généralement, ils mettent aussi le règlement intérieur, ils mettent tout ce qui, des exemples de feuilles d'émargement, donc ils mettent assez de documents et là ça émane
d'un organisme étatique. Donc, forcément, là, on peut les télécharger, hein. L'astuce, c'était vraiment pour les sites non réglementés, on va dire. Voilà. D'accord, merci. Et voilà, j'ai une autre question plus technique, en fait, de l'incompréhension d'un terme technique. Quand vous dites « tout est nécessaire à la bonne exécution de la prestation », en mots simplifiés, qu'est-ce que… voilà, une autre définition. Alors, sur tout ce qui est nécessaire pour exécuter le contrat, c'est ça? C'est ça. Oui. En fait, c'est dans la manière de l'écrire, hein. C'est vraiment, on est dans l'exécution. Donc, on va noter tout ce qui peut être nécessaire. Donc, dans les faits, hein, dans la pratique, ça peut être, par exemple, je suis graphiste. Pour réaliser le logo d'une entreprise, il faut que l'entreprise me donne accès à sa charte graphique, par exemple. Et à ce moment-là, on peut noter dans le contrat, en tout cas, dans une des clauses, si l'entreprise ne me donne pas accès à sa charte graphique, je ne pourrai pas réaliser le logo. Voilà. C'est vraiment être pratico-pratique dans le contrat. Merci. Oui, il y a d'autres questions. On y répondra peut-être après la fin du webinaire. Sinon, on pourrait manquer de temps. Donc, on va passer sur les écrits comptables et plus particulièrement la facture. Mel va vous le présenter plus en détail. Merci Axel. Alors en effet, l'écrit comptable, notamment la facture, fait vraiment écho à tout ce qu'a pu dire Jean-Marie Darnal sur le devis. Alors vous savez à quel point l'élément clé qui s'appelle la facture est incontournable dans le monde de l'exercice libéral pour plusieurs raisons. Alors d'une part parce que c'est un écrit juridique et ça va vous permettre de vous protéger. Donc c'est vraiment nous aussi le but même de ce webinaire de vous expliquer à quel point ces écrits juridiques vont vous permettre de vous protéger. C'est un élément évidemment comptable qui fait foi et qui est un justificatif comptable tant pour vous, tant également pour votre client qui pourra évidemment l'affecter directement dans ses dépenses. Donc, il y a des mentions qui sont obligatoires, on va en parler dans un instant et qui sont évidemment en corrélation avec le devis. C'est aussi un élément de preuve très important pour la taxe sur la valeur ajoutée, car cela va permettre de pouvoir collecter et déduire évidemment cette taxe mentionnée sur la facture. Donc, cette facture est obligatoire, bien évidemment, entre professionnels. Elle est obligatoire également lorsque le montant de la prestation dépasse les 25 € TTC. Et chose qui est très importante aussi à savoir, c'est que cette facture est éditée en double exemplaire. Vous devez donner cette facture à votre client et vous devez aussi bien sûr garder vous la preuve de cette facture pour bien évidemment les justificatifs comptables. J'en profite aussi pour vous dire que tous ces justificatifs doivent se garder pendant 10 ans. Donc, c'est très important cette facture. Concernant les mentions obligatoires de la facture, et c'est quelque chose qu'on insiste très très souvent en formation parce qu'il y a beaucoup de manquements sur les factures établies par les professionnels. Donc, il y a des mentions qui vont être très liées bien sûr à la nature de la prestation et vous allez voir qu'il y a beaucoup de mentions aussi qui font référence à ce que Christelle et Jean-Marie viennent de dire sur vraiment la valeur contractuelle de cette facture. Alors, je vais reprendre notamment quelques éléments très essentiels sur les mentions obligatoires. Premièrement, quelquefois, des petites questions qui sont liées à la date de la facture. Alors, sachez qu'il peut y avoir 2 dates sur une facture, mais en fait, il y a une date qui est vraiment le jour où vous avez réalisé cette facture et les dates qui peuvent être mentionnées sur les jours effectifs où vous avez effectué votre prestation de service. Par exemple, vous êtes formateur, vous faites votre facture le 25 février, mais vous avez réalisé votre prestation le 24 février. Vous allez bien mettre sur la facture date du 25 février et que vous avez effectué votre formation le 24 février. Donc, c'est très important de mentionner évidemment la date à laquelle la facture est émise. Autre point très important sur les mentions obligatoires, c'est le numéro. Un numéro de facture est obligatoire et l'administration fiscale précise vraiment que c'est un numéro qui doit être unique, c'est-à-dire qu'une facture ne doit pas comporter 2 numéros identiques. Chaque facture doit avoir un numéro unique
Et ce numéro ethnique est basé sur une séquence qui est chronologique. Donc, au niveau de cette séance chronologique, c'est-à-dire que si l'administration fiscale, par exemple, va regarder vos factures, il faudra absolument qu'il y ait la facture numéro 01, 02, 03, 04. On est vraiment sur une séquence chronologique pour permettre bien évidemment la vérification de l'ensemble des factures qui sont établies. Alors, comme l'a précisé Jean-Marie Darnal, bien évidemment, les factures viennent en supplément, enfin, à la suite du devis s'il a été effectué. Donc, bien sûr, vous devez indiquer votre nom, votre prénom si vous êtes en entreprise individuelle, votre numéro SIRET, votre adresse, les coordonnées évidemment de votre client, bien et indiquer la nature de votre prestation de service, également le prix à payer au niveau de cette facture. Et chose importante, c'est concernant les délais de règlement de cette facture. N'oubliez pas également que cette facture va permettre de vous protéger. Donc, et c'est aussi la question de se dire, bah, tiens, quand est-ce que je vais être payé suite à ma prestation? Généralement, au niveau des prestations de service, le paiement se fait directement à la réception de la facture. Ou vous pouvez aussi indiquer, on vous a mis des petits exemples, que ce paiement peut arriver 30 jours après, par exemple, la prestation. Alors, je sais que surtout pour les personnes qui s'adressent à des organismes publics, il peut y avoir des délais qui sont un petit peu plus longs. Si vous indiquez, par exemple, dans votre contrat et que vous vous êtes mis d'accord avec l'autre partie sur un délai qui est plus long, forcément, la facture va venir directement en même temps que ce délai que vous avez indiqué sur votre contrat. Vous allez pouvoir aussi indiquer sur cette facture des mentions en cas de retard de paiement. Alors, je sais que pour vous, c'est toujours quelque chose qui est assez difficile, ces retards de paiement, parce que vous savez qu'il y a des entreprises qui sont des mauvais payeurs. Et il y a évidemment, la loi est venue un petit peu vous renforcer vos droits sur les retards de paiement, où vous pouvez bien sûr indiquer une indemnité forfaitaire de recouvrement à un montant de 40 € qui est là justement pour venir combler le manque que vous avez eu suite à toutes les différentes relances que vous pouvez effectuer au sein de votre client si vous avez évidemment des paiements qui viennent un petit peu en retard par rapport à la facturation. Alors, tout comme contrat, on est évidemment dans la bonne exécution de votre contrat et dans la bonne foi des deux parties. Donc, nous, on vous invite, alors notamment pendant cette période où ça peut être difficile pour vous, mais directement d'aller voir le client et de voir avec lui par rapport à ce qui a été engagé contractuellement pour pouvoir réclamer la somme qui vous est due. Il y a plein d'autres mentions aussi particulières sur les factures. Tout va dépendre de votre cas de figure. J'ai vraiment pris 3 exemples qui, je crois, représentent beaucoup de personnes présentes parmi nous. Premièrement, notamment si vous êtes au régime réel des professions libérales et si vous avez adhéré à une association de gestion agréée, donc par exemple, nous localement, on pense à la RAPL Grand Sud de France, vous devez indiquer la première mention suivante sur votre facture que vous êtes membre d'une association agréée par l'administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèque libellé à son nom. Autre obligation, et je pense notamment à tous les micro-entrepreneurs qui sont en dessous du seuil de franchise en base de TVA, n'oubliez pas de marquer sur toutes vos factures la mention suivante, TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts. Ça, c'est vraiment pour préciser à l'administration fiscale que ce n'est pas parce que vous êtes micro-entrepreneur ou que vous n'aimez pas la TVA, c'est vraiment parce que vous avez un niveau de recette et un régime fiscal qui fait que vous êtes ce qu'on appelle en franchise de base de TVA et de ce fait, indiquer cet article sur toutes vos factures. Autre mention possible, notamment pour les organismes de formation, s'ils ont obtenu évidemment leur dispense de TVA auprès de la Direct, de pouvoir aussi indiquer sur les factures une mention. Alors, il y a plein de mentions particulières, évidemment, qui est liée. Notre astuce, très importante, notamment pour tous les créateurs d'entreprises, c'est, comme vous l'a précisé Jean-Marie Darnal, comme vous devez sur vos factures ou vos devis d'ailleurs mettre votre numéro SIRET, si vous ne l'avez pas encore obtenu de la part de l'INSEE, vous devez simplement, sur vos documents contractuels, indiquer SIRET en cours d'attribution. Et dès lors que vous obtiendrez votre numéro SIRET, il faudra bien sûr
communiquer à votre client le numéro qui vous a été attribué, hein, qui est un numéro qui est très important et qui va faire foi au niveau de vos documents contractuels. Et si on vous parle autant de ça, c'est pourquoi? C'est simplement parce qu'il y a des risques, tout comme le risque que Jean-Marie Darnal a pu vous préciser sur l'obligation de conseil avant les documents contractuels, c'est que tout manquement sur les factures sont susceptibles de provoquer bien sûr une amende fiscale qui peut aller jusqu'à 15 € par mention manquante, donc à voir à quel point c'est très important, et même plus que cette amende fiscale, une amende qui peut aller jusqu'à 75 000 € pour les personnes physiques. Donc vraiment, on insiste beaucoup dans toutes les formations sur l'importance de ces écrits comptables, et je pense que vous l'avez bien remarqué également en corrélation avec les écrits juridiques. Voici pour ma partie. Merci beaucoup, Maëlle. Alors, il y a quelques nouvelles questions, mais comme une fois, on y répondra à la fin parce que l'heure tourne. On va repasser un petit peu sur les écritures juridiques et se pencher sur les conditions générales de vente. Christelle, je te laisse à chaque fois la main. Je continue. Oui. Du coup, ça aussi, ça fait partie un peu des questions qu'on nous pose souvent, en tout cas, que ce soit les créateurs en formation ou des questions par téléphone. On nous demande souvent si on a des conditions générales de vente pour les professionnels libéraux et ce qu'on appelle aussi les chartes de bonne pratique. Donc, moi, je vous ai fait un petit focus sur les deux. Donc, une condition générale de vente, c'est vraiment ce qu'on appelle couramment les CGV. Alors, on a l'habitude de les voir parce qu'on a tous un contrat de téléphone, un contrat, et on en a tous signé sans trop les lire parce que plus l'entreprise est grande, plus les conditions générales de vente sont longues. En tout cas, c'est un document qui va reprendre toutes les informations relatives à l'exécution d'une prestation. Donc, ça veut dire que là, par exemple, on peut reprendre les délais, on peut reprendre la manière dont on exécute, on peut reprendre les étapes. Ce qui, en tout cas, pour les conditions générales de vente, ça va être souvent attaché à un devis. Ça veut dire que vous avez le devis et derrière, vous avez les conditions générales de vente, ce qui permet à la personne, quand elle accepte le devis, en tout cas mentionner le fameux « lui approuver les conditions générales de vente ». Et là, du coup, ça a une force contractuelle. Dans les conditions générales de vente, au niveau de tout ce qui est exécution de la prestation, ce qui est pratique, c'est si vous faites des prestations en fait, qui vont se répéter, peu importe le client. Du moment où, on va le voir comme ça, si vous faites des prestations de services qui s'adaptent à chacun de vos clients, les conditions générales de vente ne seront pas forcément intéressante pour vous, puisque là, on va être vraiment sur un encadrement d'un contrat type, en gros, de ce que vous pourriez faire. Ensuite, du coup, je vais répondre en même temps, parce que j'ai vu dans les questions l'histoire de la durée. Dans un contrat, la durée est obligatoire. On peut la mettre aussi dans les conditions générales de vente. C'est une mention qui peut y être. Et en fait, la durée est obligatoire dans le sens où les contrats ne peuvent pas être perpétuels. On ne peut pas être sur un contrat perpétuel, il faut forcément déterminer une fin à un contrat. Alors après, on a des contrats qui peuvent être d'1 an reconductibles. Et du coup, s'ils sont reconductibles, il faudra préciser dans quelles conditions les personnes peuvent mettre fin au contrat. En tout cas, il faut une durée. Ensuite, du coup, concernant les chartes de bonne pratique et professionnelles. Alors ça, c'est apparu notamment avec un certain nombre, en tout cas, de professions qui n'ont pas forcément d'ordre pour leur activité. Et les syndicats ont mis en place des chartes professionnelles. En fait, alors là, c'est c'est un moyen de preuve plus qu'un document contractuel, puisque là, ça va montrer quelle est votre déontologie pour votre activité, quels sont vos usages en la matière et qu'est-ce que vous appliquez en tout cas au niveau professionnel. Donc là, c'est vraiment un document, je sais que certains syndicats peuvent
faire des chartes que vous pouvez après, du coup, afficher dans la salle d'attente d'un cabinet, des choses comme ça. En fait, c'est un petit plus pour montrer, en tout cas, votre manière de fonctionner et du coup, ce qu'on appelle la loyauté en termes de contrat, c'est la bonne foi dans l'exécution de votre prestation. Donc voilà, j'en ai fini pour ces deux parties. Je vais voir si ils ont des questions. Alors, il y a plein de questions, mais je vais enchaîner sur la fin de, Ok. la fin de cet écrit juridique. Mais en effet, on a beaucoup de questions. Merci à tout le monde de nous poser autant de questions. Alors, sur certaines, on n'aura pas de réponse parce que, bien sûr, ça nécessite le conseil d'un avocat particulier pour répondre à vos questions. Alors, juste pour rebondir un petit peu sur les conditions générales de vente et les chartes de bonne pratique, un petit focus sur ce qu'on appelle le médiateur de la consommation, auquel on a eu beaucoup de questions dernièrement. Alors, comme m'expliquait la dernière fois Jean-Marie Darnal, c'est l'évolution du droit français où, évidemment, la médiation actuellement est très fortement conseillée, voire obligatoire avant toute démarche et avant tout litige. Ce qu'il faut comprendre dans le médiateur de la consommation, déjà, première chose, c'est que c'est un professionnel qui s'applique directement au litige entre professionnels et particuliers consommateurs. C'est-à-dire que la médiation ne va pas s'appliquer si vous vous adressez à un client qui est un professionnel ou alors pour les professionnels de la santé. Le médiateur de la consommation est régi bien sûr par un article de la loi, exactement l'article L612-1 du Code de la consommation, et cela vous engage à systématiquement proposer aux consommateurs une médiation par un tiers qui sera désigné. Et c'est justement ce médiateur de la consommation. On devra retrouver toutes ces coordonnées, soit sur le contrat, soit sur un devis, soit directement sur vos conditions générales de vente. Donc, c'est très important cette mention-là. Nous allons vous indiquer par quels moyens vous pouvez justement retrouver le médiateur de la consommation. Il y a des sites internet qui font foi pour pouvoir trouver la liste du professionnel, en sachant qu'en fonction aussi de votre activité professionnelle, nous vous invitons à aller directement auprès de votre syndicat qui pourra aussi vous rapprocher d'un médiateur de la consommation. Donc, Axel va mettre dans la conversation les différents liens qui vont pouvoir faire foi. Sachez que le médiateur de la consommation est vraiment un moyen extrajudiciaire qui est plutôt rapide et du moins gratuit pour le consommateur pour faire foi avant toute autre procédure judiciaire. Et justement, je profite de ce petit mot de conclusion pour poser une question à Jean-Marie Darnal, parce que j'ai vu qu'on avait la question. Quels sont justement les moyens que les professionnels ont pour pouvoir réclamer des sommes qui n'ont pas été payées par leurs clients? Mais les dispositions, d'abord les dispositions légales, lorsque vous fixez des délais de paiement, soit dans les devis lettres de mission ou dans les factures, passez le délai fixé contractuellement. Si le client n'a pas payé, il se trouve effectivement en infraction par rapport à vous et vous pouvez réagir de diverses façons. La première, c'est d'envoyer la lettre recommandée avec accusé de réception en demandant le paiement. Et puis, ça peut aller jusqu'à une procédure judiciaire, étant précisé que toute procédure judiciaire en la matière doit être précédée d'une tentative de conciliation. Et je renvoie à vos excellentes explications sur le médiateur. Merci beaucoup. Alors, j'en profite aussi parce qu'on a beaucoup de questions, même quelques fois qui sont directement adressées à Axel ou à Christelle. Juste pour faire une petite précision, parce que vous avez énormément de questions par rapport au logiciel que vous utilisez. Alors, pour l'instant, on ne pourra pas vous produire une réponse dans le sens où
tout dépend du logiciel que vous utilisez. Sachez que certains logiciels doivent vous fournir une certification de conformité et directement d'aller rendre compte au niveau des problématiques que vous avez auprès de votre logiciel. C'est un sujet qui nous tient à cœur au niveau du logiciel. Je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement, mais au sein de la communauté ORIF, on vous a posé la question pour savoir quel est le type de logiciel que vous utilisez, parce que je sais que c'est des questions qui sont très fréquentes au niveau de cela, mais malheureusement, on ne pourra pas vous apporter une réponse. N'étant pas l'éditeur du logiciel, on préfère vous renvoyer directement auprès de l'éditeur. Alors, peut-être quelques questions, Axel, encore, ou Christelle, en fonction… Je reviens au devis et l'aide de mission. Vraiment, il y a vraiment deux questions qui sont distinguées. Enfin, déjà, l'incompréhension un petit peu de la différence entre le devis et la lettre de mission. Voilà, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu la nuance et dans quel cas on utilise l'un ou l'autre? Oui, oui, je peux répondre, effectivement. La différence entre la lettre de mission et le devis, c'est une différence, je dirais, professionnelle et d'exécution. Il est coutume, dans toutes les prestations concernant en particulier les constructions ou autres matériels, etc., concernant donc l'artisanat, de faire des devis. Il n'était pas dans la pratique, pour ce qui concerne les prestations de professionnels libéraux comme les avocats, les experts comptables, etc. Il n'était pas de coutume de faire des devis. Et on s'est mis à faire des lettres de mission, à savoir que le prestataire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, définit la mission, la met sous forme de lettre et elle est destinée à être acceptée par le client. Donc, la lettre de mission et le devis, en réalité, c'est la même chose, si vous voulez, de façon naturelle, sauf que ça s'adresse à des professions différentes pour une mesure de commodité. On voit mal comment un avocat pourrait faire un devis précis et détaillé concernant les frais de procédure, les honoraires, selon comment va se dérouler une procédure, par exemple. Donc, on établit une lettre de mission dans laquelle on définit toutes les prestations qui risquent d'être exécutées et selon l'exécution de ces prestations, quel est leur coût. Merci beaucoup, Maître Dernal. On va continuer un petit peu dans le même thème avec les délais. Est-ce qu'ils sont obligatoires? Est-ce qu'ils sont soumis à une réglementation? Ou alors je peux proposer le délai de validité, en tout cas, du devis un peu à ma manière? Les délais, il y a plusieurs sortes de délais, soit dans le devis, soit dans la mission, mais c'est la même chose. Il y a le délai pendant lequel la proposition qui est faite, je l'ai indiqué tout à l'heure, par le prestataire est valable, c'est-à-dire que si le client n'a pas répondu dans ce délai, eh bien, les propositions tombent. Et il y a les délais, surtout le plus important, les délais d'exécution. Et une troisième forme de délai, les délais de paiement. Alors, il est important, c'est une question de sécurité à la fois pour le client et pour le prestataire de service, c'est de fixer ces délais. Comme ça, chacun sait où il va et puis et si les délais ne sont pas respectés, ils peuvent être soumis à pénalité. Là aussi, ça peut faire partie des clauses, comme vous l'a indiqué Christelle tout à l'heure, dans les contrats, c'est la liberté contractuelle, c'est de mettre toutes les clauses que l'on veut, et en particulier préciser des pénalités de non-exécution, des délais, aussi bien d'un côté que de l'autre. Du coup, je vais juste préciser au niveau des délais, un exemple pour le devis, par exemple, si vous mettez que la personne a le droit d'accepter jusqu'à 3 mois, très bien, dans 3 mois, en tout cas, vos prestations tarifaires ne seront pas les mêmes. Donc, il ne faut jamais, en tout cas, mettre un délai trop long pour l'acceptation. Le côté devis et l'acceptation, le mieux, c'est 15 jours, 1 mois maximum. Généralement, c'est dans la pratique et c'est le mieux parce que ça vous évite aussi, parce que vous, du moment où c'est signé après le devis,
vous êtes engagé. Vous ne pouvez pas revenir sur ce que vous avez proposé. Donc, plus vous mettez un délai long, plus vous vous engagez sur un long terme. Voilà, une petite précision. Exact. Merci Christelle. Alors d'ailleurs, on a des questions. Qui peut nous aider à créer et à mettre au point nos lettres de mission, nos conditions générales de vente? Du coup, un professionnel du droit, souvent. Oui, professionnel du droit. Après, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, les formateurs ont la chance d'avoir la directe qui fait des contrats types, des choses comme ça. Après, pour les autres professions, ça peut être les ordres. L'ordre peut mettre aussi, c'est le cas, je sais que les masseurs kinés ou les architectes ont des contrats types comme ça avec l'ordre. Mais là, il faut que ça émane de, en tout cas, quelqu'un d'étatique ou au niveau de l'ordre. Voilà. Merci, merci Christelle. J'ai une autre question concernant la lettre de mission. Est-ce que la lettre de mission doit être signée par le client avant le début de la prestation? La lettre de mission? C'est préférable, oui. Oui. Merci. Alors, attendez, on regarde en même temps toutes les questions. Si vous en trouvez aussi une à laquelle on n'a pas répondu, Christelle ou Maître Darnal, n'hésitez pas à y répondre. Je vois bien toutes les questions qu'il y a sur les différents logiciels de facturation, voire même de logiciels de comptabilité. Pour l'instant, voilà, nous, on ne pourra pas du tout répondre à ce genre de questions. Donc, désolée Marika, je ne pourrais pas répondre à ta question directement. Si, j'ai une bonne question. Marie-Louise demande au niveau des conditions générales de vente. Est-ce que le fait de simplement les inclure, par exemple, dans un devis ou dans son site web est suffisant, ou est-ce qu'il faut vraiment que le client signe ces conditions générales de vente? Alors, c'est mieux de les signer, notamment pour une question de preuve. Après, parce que je l'ai vu passer aussi, mais je ne sais pas qui avait mis les conditions générales sur un site internet. Ça montre juste qu'on a bien communiqué dessus, ça ne montre pas que la personne les a lues et acceptées. C'est toujours cette notion-là. Si on veut la preuve que la personne a bien lu et accepté nos conditions générales de vente, la signature vaut foi, en tout cas. Merci. Nous avons une autre question de Martine. Alors, concernant a priori une prestation qui ne serait pas réglée de par son client, il se pose la question de est-ce qu'elle peut ou pas interrompre cette mission pour motif qu'elle n'est pas payée sur les anciennes prestations. Là, ça dépend du cas d'espèce, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne vous paye pas que vous devez interrompre votre mission. Simplement, de l'intérêt de fixer des clauses précises, soit dans le devis, soit dans la lettre de mission et dans les conditions générales de vente que l'on fait au préalable, accepté par le client. Si le client a signé, à ce moment-là, ça devient un contrat. Donc, à partir où ça devient un contrat, et si on n'exécute pas les clauses du contrat, on retourne au cas d'ordre général d'exécution des contrats. Est-ce que j'ai répondu? Je crois que vous avez bien répondu sur justement l'importance du contrat et de la protection de ces écrits justement avant toute exécution d'une prestation de service. Alors, j'ai encore une question sur encore les conditions générales de vente. La question est la suivante. Concernant les conditions générales de vente, est-ce qu'il faut également signer ce document et en même temps le devis? Eh ben oui, en général, ça va de pair. Le conseil qu'on peut donner, c'est que dans tous les cas, il est utile de signer devis, lettre de mission, conditions générales de vente, signées par les deux parties. Voilà. Et là, vous êtes parés et c'est la sécurité.
Christelle, une petite question sur les lettres de mission. Le mieux, c'est en 2 exemplaires, signés par le professionnel et le client, un à destination du client et un à destination du professionnel, c'est ça? C'est ça. En fait, il faut toujours 2 exemplaires. C'est une question de preuve. En fait, souvent, hein, c'est pour prouver, parce que c'est un peu le but en cas de, on va dire, de non-paiement ou de mauvaise exécution, c'est de prouver quelle était la prestation à exécuter et à quel montant. Et pour ça, forcément, il faut que la lettre de mission soit retournée signée. Donc, le plus simple, c'est soit de faire signer 2 exemplaires, soit c'est vrai qu'en cette période, on peut se l'envoyer, la scanner, mais ça reste moins pratique. Le mieux, c'est l'écrit quand même. C'est 2 exemplaires, un chacun, et tout le monde est content. Et l'avantage, c'est la sécurité pour l'un comme pour l'autre, car chacun dispose d'un exemplaire signé. Merci. Est-ce que, est-ce que si la lettre de mission est envoyée, par exemple, par mail avec une double signature, fait foi aussi, la preuve par mail? De plus en plus, hein, les mails sont reconnus, en tout cas, dans le traitement. Et ça, la jurisprudence reconnaît, en tout cas, quand le mail a été envoyé, signé, et que l'autre personne répond par mail avec tampon et signature, ça vaut signature. Merci. Alors, on regarde s'il y a encore d'autres questions. Sachant qu'évidemment, on ne peut pas forcément répondre à toutes les questions. Des fois, beaucoup trop spécifiques. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes. Vous avez compris l'intérêt de ce webinaire. C'était vraiment de se mettre de votre point de vue en tant que vous, professionnel libéral, et de voir à quel point les écrits sont importants, que ce soit avant la prestation de service, pendant et je dirais même après. On oublie bien souvent, mais Christelle l'a bien vu tout à l'heure, cette notion de responsabilité derrière. Donc, que ce soit en effet par un contrat, une lettre de mission, un devis, de pouvoir en effet encadrer la relation que vous avez avec votre client pour que tout se passe assez bien. Alors, peut-être une question au niveau d'un contrat ou d'une lettre de mission ou d'un devis. Si le client est un professionnel, est-ce qu'il doit simplement signer ou il faut aussi qu'il mette par exemple le tampon de son entreprise? Ah, ça, il n'y a pas d'obligation. Non, la signature. Du coup, de la signature, si ce sont des professionnels et que c'est des structures type société, il faut que la personne ait l'autorisation de signer par contre. Oui. Ça, c'est la petite différence. Et signature identifiable. C'est ça. La signature par une croix, ça ne marche pas. C'est un peu la… Maître Darnal, il y a une question de Gwendoline. Nous, Maël et moi, ne pouvons pas y répondre. La question est, mon assureur peut-il être mon médiateur? Il me certifie que mon contrat multirisque est suffisant. Alors, il faut voir le contrat multirisque, pourquoi pas? Donc, si c'est dans le contrat… Mais s'il a signé un contrat multirisque dans lequel son assureur se présenterait comme son médiateur, pourquoi pas? C'est pas interdit. Le choix du médiateur, il est libre. Il suffit qu'il soit accepté par toute partie. Maintenant, si l'autre partie lui dit votre médiateur, j'en veux pas, il est coincé. Il ne peut pas. Même s'il a signé un contrat pareil avec son assureur ou une autre personne. Merci. Merci. Alors, j'ai eu des petites questions qui concernent un petit peu plus le domaine de la facturation. Donc, je vais répondre un peu dans le désordre à certaines personnes.
lorsqu'on parle notamment des délais de paiement. Donc, sachez que souvent, lorsqu'on parle de paiement au comptant, c'est lorsque le paiement doit intervenir le jour même de la prestation. Lorsqu'on parle du paiement à réception, c'est au moins dans le délai d'une semaine, incluant le temps de réception de cette facture. Et généralement, le paiement avec le délai par défaut, c'est fixé au 30e jour suivant la prestation. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, vous pouvez choisir des délais qui sont différents en fonction, bien évidemment, de la liberté contractuelle que vous avez avec votre client. J'ai une question pour toi, Christelle. À un moment, tu as parlé des clauses et tu disais que les clauses pouvaient être libres à toute imagination. Alors, on a un modèle de clause. Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous répondre avec Jean-Marie Darnals pour pouvoir un peu arbitrer sur cette clause-là. Sous réserve d'une augmentation de tarifs de nos produits avant la signature du document. Qu'est-ce que vous pensez de cette clause ? Qui l'empêche de l'actualiser? À la signature du document, s'il y a une augmentation, on actualise. Alors, oui, parce qu'en fait, dans le contrat, souvent, le prix définitif n'est pas déterminé. Il faut que les éléments qui vont déterminer le prix soient indiqués. Donc, typiquement, si oui, c'est des produits, en tout cas, qui évoluent, vous pouvez mettre ce type de clause, oui. Il n'y a pas de souci. Martine nous pose la question, enfin, dans le contexte, dans le cas d'un devis non signé, mais le contrat signé, est-ce que le contrat fait loi? Fait foi, pardon, fait loi. Oui, non, mais non. Du coup, alors c'est rare d'avoir eu le contrat et un devis signé pour la même chose. Parce que généralement, on en fait un ou l'autre. Donc, avoir la différence, et en tout cas écrite entre le contrat et le devis, si le devis non signé est vraiment repris par le contrat dans tous les points, oui, à ce moment-là, le contrat vaut. Après, c'est vraiment là, c'est un cas d'espèce, ça va être difficile sans voir l'un et l'autre. C'est un peu plus compliqué pour nous de répondre. Oui, mais tant que le devis n'est pas signé, il ne s'impose pas. C'est ça. Après, ça dépend aussi si le contrat prévoyait un devis supplémentaire. Là, c'est vraiment un cas d'espèce. Sans les documents, là, la réponse telle qu'elle ne pourra pas être apportée. Exact. Merci beaucoup. Bon, on va devoir mettre fin à ce webinaire, le temps étant imparti. Je voulais juste, bien sûr, personnellement remercier l'ensemble des intervenants, Christelle, Jean-Marie et Axel, d'être intervenus à mes côtés. Et je voulais aussi remercier les participants parce qu'en fait, c'est grâce à vous qu'on a mis au point ce webinaire parce que vous aviez beaucoup de questions. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions et donc ça nous donne justement plein d'idées pour refaire des webinaires. Donc, n'hésitez pas justement à pousser vos questions, même si on ne pourra pas répondre à tout. Ça nous permettra toujours de pouvoir mettre en place des séances d'information pour répondre à l'intégralité de vos questions. Voilà, je vais laisser le mot de conclusion à Axel. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Voilà, on vous laisse quand même nos liens pour nous contacter, évidemment. Sachez que, je ne sais pas si tu l'as dit, la rediffusion sera disponible prochainement. On communiquera le lien sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à y jeter un œil dans les prochains jours. Voilà, si vous avez d'autres questions un peu plus précises et particulières, n'oubliez pas que le rôle de l'ORIF, c'est aussi de vous informer. Donc, on sera ravis d'y répondre. Et voilà, merci à tout le monde. Merci à vos questions qui étaient assez pertinentes. Merci à Christelle, Maître Darnal et Maëlle, en tout cas, d'avoir animé ce webinaire avec brio. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouveau webinaire. Et voilà. Voilà, merci à tous. À bientôt. Alors, nous, on se voit tout de suite, avec Christelle et Jean-Marie.